À l'occasion du 8e anniversaire de ma fille, ma mère s'est moquée d'elle parce qu'elle m'appelait « maman », puis elle a distribué des cadeaux à tous les autres petits-enfants, sauf à elle. Mon père et ma sœur semblaient être d'accord. Je n'ai pas crié. J'ai agi. Le lendemain matin, leur vie a commencé à s'effondrer. Cela aurait dû être un simple après-midi. Un gâteau, des cousins, des photos que je pourrais publier plus tard. Maman avait proposé d'organiser la fête. Laisse-moi faire celle-ci, avait-elle dit comme si elle me faisait une faveur. Je m'étais dit que cela signifiait qu'elle commençait enfin à changer d'avis, que c'était peut-être sa façon de faire la paix avec ma fille. J'aurais dû être plus perspicace. Elle l'avait programmée pour 15 heures, en plein milieu de mon service. Tu seras à la maison à 17 heures, avait-elle dit. Nous la garderons occupée jusque-là. Cela semblait raisonnable à l'époque. L'espoir rend les gens aveugles. Quand je suis enfin arrivée dans l'allée, les fenêtres brillaient de lumière de fête. La musique et les rires s'échappaient, le genre de bruit fort qui signifie sucré chaos. À l'intérieur, l'air était collant de glaçage et de caoutchouc de ballon. Il y avait des enfants partout. 5 cousins, des chapeaux en papier glissant de leur tête. Ma sœur était perchée sur le canapé, faisant défiler son téléphone. Mon père était assis dans son fauteuil de coin habituel, faisant semblant de lire des messages, et au centre, ma mère tenait la cour comme l'hôtesse du siècle. Tout le monde avait l'air occupé, bruyant, heureux. Tout le monde, sauf la seule personne qui était censée être célébrée. « Où est Margot ?» ai-je demandé. Ma sœur n'a même pas levé les yeux. « Aux toilettes, je crois. » Trop rapide. Trop fluide. Quelque chose dans ma poitrine s'est resserré. Le couloir était calme par rapport au salon. J'ai frappé une fois, puis j'ai poussé la porte. Margot était assise par terre, sa robe jaune froissée, son chapeau de fête glissant de travers. Ses yeux étaient rouges. Elle a levé les yeux quand elle m'a entendu et a essayé de sourire comme les enfants le font quand ils ont déjà appris à ne pas pleurer en public. « Que s'est-il passé ?» ai-je demandé. Elle a tripoté le ruban sur son poignet. Grand-mère s'est moquée de moi. Sa voix était petite. Je t'ai appelée maman et elle a ri. Elle a dit que je ne devrais pas dire ça, que tu n'es pas ma vraie maman. Elle l'a dit comme si elle avouait quelque chose de terrible. La pièce a basculé. Je me suis accroupie à côté d'elle. Elle a dit que tu changerais peut-être d'avis, a chuchoté Margot. Elle a dit que parfois les gens le faisaient. J'avais envie de crier. Au lieu de cela, j'ai cherché sa main. Regarde-moi. J'ai dit, je suis ta maman. Pour toujours. Personne d'autre que nous ne peut décider cela. Son menton a tremblé. Elle a hoché la tête. Puis, presque dans un murmure, elle a donné un cadeau à tout le monde. J'ai dégluti difficilement. Elle l'a fait ? Margot a hoché la tête. Elle a dit, peut-être que l'année prochaine j'en aurai un. Quand je ferai vraiment partie de la famille. J'ai respiré, lentement et délibérément, jusqu'à ce que les vertiges s'apaisent. D'accord, ai-je dit. Allons te nettoyer. Nous lui avons lavé le visage, arrangé ses cheveux et trouvé son petit carnet, celui qu'elle portait partout, des pages couvertes de dessins et de listes de bonnes choses dont elle voulait se souvenir. Silencieusement, nous nous sommes levés et sommes allés dans sa chambre. Elle a grimpé sur le lit et a gardé le carnet à côté d'elle, traçant l'une des pages avec son doigt. Je suis restée un moment juste pour m'assurer qu'elle se sentait à nouveau en sécurité. Quand sa respiration s'est stabilisée, j'ai su que je pouvais sortir un instant. Je n'ai rien fait de mal, a-t-elle murmuré. Je sais, ai-je dit. Tu as tout fait correctement. J'ai éteint la lampe et laissé la porte entr'ouverte pour qu'elle puisse encore entendre les sons du couloir, doux et lointains. Le salon était toujours un flou de couleurs quand je suis revenue. Les cousins étaient passés à un tournoi de jeux vidéo, hurlant devant l'écran. Ma mère était assise avec un verre de punch, satisfaite d'elle-même. Mon père gardait les yeux sur son téléphone. Je suis restée là assez longtemps pour que quelqu'un me remarque. Personne ne l'a fait. La fête est finie, ai-je dit. Rien. La fête est finie, ai-je répété plus fort cette fois. Ma sœur a souri d'un air suffisant. Oh, détends-toi,
Julia. Ils ne font que finir. J'ai traversé la pièce et débranché la prise du mur. L'écran est devenu noir. Les enfants ont gémi. Le silence qui a suivi était presque magnifique. Je leur ai dit tranquillement. La fête est finie. Tout le monde doit partir. Ma mère a cligné des yeux vers moi. Julia, qu'est-ce qui t'arrive maintenant? Ce seul mot a semblé faire mouche. Les chaises ont grincé. Le papier d'emballage a bruissé. Ma sœur a marmonné quelque chose à propos de mon côté si dramatique, mais elle a rassemblé ses enfants. En quelques minutes, la pièce s'est vidée, laissant derrière elle l'odeur de glaçage et de confusion. Quand la porte s'est refermée après le dernier cousin, seuls mes parents sont restés assis. Ma mère a croisé les bras. Nous ne partons pas, a-t-elle dit, un rire sec sous le souffle. Nous vivons ici. Je n'ai pas répondu. Je ne me faisais pas confiance pour le faire. Je me suis retournée et suis retournée dans la chambre de ma fille. Derrière moi, j'ai entendu mon père soupirer et ma mère murmurer « Qu'est-ce qui ne va pas avec elle ?» Comme si c'était moi qui avais perdu la tête. Margot était toujours réveillée, dessinant de minuscules fleurs dans son carnet. Je me suis assise sur le bord de son lit et j'ai repoussé une mèche de cheveux de son front. Quelque chose en moi a basculé alors, tranquillement, comme un loquet qui tourne. Fini de faire semblant que c'était normal. Fini les explications. Fini de les laisser décider ce que signifiait la famille. Je suis restée là à la regarder respirer, me promettant que cela n'arriverait plus jamais. Quelque chose avait basculé et la vie telle que nous la connaissions avait déjà commencé à s'effondrer. J'avais l'habitude de penser que chaque famille avait un préféré. Dans la mienne, ce n'était tout simplement pas moi. Mon frère, Adam, était l'aîné et le projet familial. Tout tournait autour de sa réussite. Des tuteurs, des cours supplémentaires, des programmes d'été, un nouvel ordinateur portable, le tout. S'il tombait en dessous d'un A, la panique. S'il excellait dans quelque chose, le soulagement. Chez nous, l'amour venait avec un bulletin scolaire. Ma sœur cadette, Léa, était le bébé. Elle n'avait pas besoin de gagner de l'attention. Elle l'obtenait en naissant. Manquer un couvre-feu. Elle est juste indépendante. Oublier ses devoirs. Elle est créative. Chaque fois qu'elle voulait quelque chose, maman trouvait une raison pour que ce soit bon pour sa confiance en elle. Et moi, j'étais l'enfant du milieu. Fiable, peu coûteuse, un bruit de fond. Quand Adam avait besoin de silence pour étudier, je gardais Léa occupée. Quand maman avait besoin de quelqu'un à qui se confier, j'écoutais. Quand je demandais de l'aide, il n'y avait jamais de temps ou d'argent. Une fois, j'ai demandé un tuteur en mathématiques. Maman a souri. Ma chérie, tu n'es pas faite pour ce genre de pression. Sois heureuse avec un B, c'est à ce moment-là que j'ai appris que certains enfants reçoivent des investissements, d'autres des excuses. Alors, j'ai fait ce que font les enfants négligés. Je suis restée serviable. Cela ressemblait à de l'indépendance, mais c'était de la survie. Et cela a fonctionné jusqu'à ce que ça ne fonctionne plus. Les années ont passé et le schéma n'a jamais changé. Adam est devenu exactement ce qu'ils avaient construit. Ambitieux, toujours absent, 2 enfants, en mouvement constant. Léa est restée la préférée, juste plus âgée. 3 enfants, un drame constant, toujours secouru. Et moi, toujours stable, toujours utile, toujours celle qui devait se montrer quand personne d'autre ne pouvait. Puis les finances de mes parents se sont effondrées. Ils avaient versé de l'argent dans les diplômes d'Adam et l'acompte de Léa et avaient oublié d'économiser un sou pour eux-mêmes. Quand ils ont finalement eu besoin d'aide, ils ne sont pas allés voir Adam ou Léa. Ils sont venus me voir parce qu'apparemment, être responsable, c'est la même chose que de diriger une œuvre de bienfaisance. Ils m'ont demandé s'ils pouvaient rester quelques mois. Et bien sûr, j'ai dit oui, parce que c'est ce que fait la personne fiable. Elle accueille les gens qui la traitent de barbante lors des dîners. Ils ont emménagé dans notre chambre d'amis. Maman a promis, tu ne nous remarqueras même pas, cette promesse a duré environ une semaine. La moitié de ma cuisine avait été réorganisée. Papa avait des opinions sur mon budget d'épicerie. Au 2e mois, ils avaient réclamé la maison comme si elle était à leur nom.
Je me suis dit de patienter. C'étaient mes parents. C'était temporaire. D'ailleurs, une partie de moi voulait toujours qu'ils me voient enfin, non pas comme une solution de secours, mais comme une femme adulte qui avait construit une vie. Au lieu de cela, ils ont remarqué la poussière sur le ventilateur de plafond. Quand mon mari et moi avons décidé d'adopter, leur désapprobation a été immédiate. Maman s'est figée, puis a dit, « Tu es encore assez jeune pour essayer de nouveau. » Je lui ai dit que nous ne pouvions pas, que mon mari ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle le savait déjà, mais le dire à voix haute a durci son visage. Elle a haussé les épaules. Alors peut-être devrais-tu envisager de trouver quelqu'un qui le peut. La pièce est devenue silencieuse. Je l'ai regardée, attendant qu'elle réalise ce qu'elle venait de dire. Elle ne l'a pas fait. Elle a juste continué à remuer son café comme si nous discutions du temps. Finalement, elle a essayé de revenir en arrière. Ou peut-être un donneur. Tu pourrais quand même en avoir un qui soit le tien. Ce n'était pas du réconfort. C'était du contrôle des dégâts. Tout sauf l'adoption. Tout ce qui n'apportait pas l'enfant de quelqu'un d'autre dans leur famille. J'ai arrêté d'expliquer après cela. Puis Margot est entrée dans nos vies. 6 ans, de grands yeux, calme mais têtue. Elle m'a appelé maman après 2 semaines et j'ai cru que mon cœur allait se fendre. Elle nous convenait comme si elle avait toujours été destinée à être là. Mes parents ne savaient pas quoi faire d'elle au début. Ils n'étaient pas ouvertement cruels, juste prudents, comme si elle risquait de casser les meubles en existant. Maman m'a demandé un soir, quand Margot dormait déjà, « Tu ne trouves pas que c'est un peu bizarre qu'elle t'appelle maman si vite ? Je veux dire, n'est-ce pas un signal d'alarme ? Cela ne veut-il pas dire qu'elle est trop collante ? » Elle l'a dit comme si elle parlait de l'enfant d'un étranger, pas du mien. Je lui ai dit que cela signifiait qu'elle se sentait enfin en sécurité. Maman a souri de cette façon serrée et pleine de pitié qui lui est propre. Ou peut-être qu'elle dit simplement ce qu'elle pense que les gens veulent entendre. Celle-là a fait plus mal que je ne m'y attendais. C'était la première fois que je réalisais qu'elle n'était pas seulement distante. Elle cherchait des preuves que l'amour entre nous n'était pas réel. Après cela, son intérêt n'est venu que sous forme de questions obliques. Est-ce qu'elle se comporte bien ? Dort-elle bien ? Pas trop attachée, comme si l'attachement était une maladie. 2 ans plus tard, nous étions à la dernière étape de l'adoption, il ne restait plus que les signatures. Maman appelait toujours ça des « papiers », comme si c'était un passe-temps facultatif. Puis un matin, autour d'un café, elle a dit « Laisse-moi organiser la fête d'anniversaire cette année ». Elle semblait fière de l'idée, comme si elle avait découvert la générosité. J'étais surprise, mais je voulais la croire. Peut-être qu'elle essayait enfin. Peut-être qu'elle voulait être la grand-mère qu'elle prétendait être sur les cartes de Noël. Alors, j'ai accepté. Je me suis dit que c'était un progrès. En réalité, c'était juste moi qui voulais croire que les gens pouvaient changer. Et ce genre d'espoir vous fait négliger l'évidence. Ce soir-là, après que Margot se soit enfin installée dans sa chambre, j'ai attendu que mon mari rentre à la maison. Quand il est entré, j'ai dit, « Ils s'en vont. » Il s'est figé à mi-pas, « Qui s'en va ? » Mes parents. Je les expulse. Il a cligné des yeux. « Tu peux faire ça ? » J'ai cherché sur Google 2 fois. Alors, oui. Il a posé ses clés lentement. Qu'ont-ils fait cette fois ? Ils ont dit à Margot que je pourrais la rendre. Il m'a regardé. Tu plaisantes. J'aimerais bien. Il a soupiré, puis a souri un peu. D'accord, quel est le plan ? Un préavis de 30 jours, écrit, signé, plastifié, si ça me fait du bien. Il a eu un demi-rire. Je vais lancer l'imprimante. Nous nous sommes assis à la table côte à côte, tapant les mots ensemble. 30 jours, langage poli, 1 page. Quand l'imprimante a commencé à ronronner, cela a sonné comme le premier vrai bruit d'accord que la maison avait fait depuis des années. Le lendemain matin, avant d'emmener Margot à l'école, j'ai glissé l'enveloppe sur la table de la cuisine. Maman remuait du sucre dans son café. Papa faisait semblant de lire les nouvelles. « Qu'est-ce que c'est ?» a demandé maman. « Un avis de quitter les lieux », ai-je dit. 30 jours. Pendant 1 seconde, elle a juste regardé.
Puis elle a ri comme si je lui avais donné un bon pour un magasin de farce et attrape. Très drôle. Je n'ai pas souri. Ce n'est pas une blague. Papa a froncé les sourcils. Julia, c'est ridicule. Non, ai-je dit, ce qui était ridicule, c'est ce que vous avez dit à Margot. L'expression de maman s'est durcie. Nous sommes une famille. Exactement. J'ai pris la main de Margot et suis partie pour l'école. Quand nous sommes revenus cet après-midi-là, l'enveloppe avait disparu de la table, mais rien d'autre n'avait changé. Le silence dans la maison avait un poids, assez épais pour trébucher. Ce soir-là, il m'attendait dans le salon. Pas de télévision, pas de téléphone, juste deux assis droits comme s'ils allaient prononcer un sermon. On peut parler, a demandé maman. Allez-y, nous ne comprenons tout simplement pas pourquoi tu fais cela, a-t-elle dit. Sa voix était douce, mesurée. Celle qu'elle utilisait pour les médecins et les prêtres. Vous avez dit à mon enfant qu'elle n'était pas de la famille, ai-je dit. C'est une raison suffisante. Papa s'est éclairci la gorge. Tu sors cela de son contexte. Contexte, ai-je dit. Vous lui avez dit que je pourrais la renvoyer. Nous étions inquiets pour toi, a dit maman rapidement. Tu ne sais pas dans quoi tu t'embarques. Élever l'enfant de quelqu'un d'autre n'est pas le mien. J'ai terminé pour elle. Elle est à moi. Les lèvres de maman se sont pressées. Tu es trop émotive. Je suis une mère. Papa a soupiré comme si je l'avais déçu personnellement. Nous voulions seulement te protéger d'une erreur. Vous ne m'avez protégé de rien. Ai-je dit, vous avez blessé un enfant. Pendant quelques secondes, personne n'a parlé. Puis j'ai dit, vous avez 30 jours. Et je suis montée. Au cours de la semaine suivante, ils ne m'ont pas parlé directement. Ils ont juste vécu plus bruyamment. Les portes des placards se fermaient plus fort. Le volume de la télévision augmentait un peu plus chaque soir. Maman faisait des biscuits et les laissait sur le comptoir comme une offrande de paix de quelqu'un qui ne comprenait pas le crime. Papa a réorganisé le garage sans demander. J'ai trouvé 2 des jouets de Margot dans une boîte étiquetée « Poubelle ». Margot a remarqué la tension. Les enfants le font toujours. Elle chuchotait, grand-mère et grand-père sont en colère contre moi. Et chaque fois je lui disais non, mais elle ne le croyait pas. Et moi non plus. Le 5e jour, ma sœur est arrivée. Sans prévenir, juste un coup et puis sa voix dans le couloir. Waouh, a-t-elle dit, en entrant comme si elle possédait les lieux. Tu l'as vraiment fait. J'ai gardé un ton neutre. Un café? Elle a secoué la tête. Ils m'ont appelé. Ils ont le cœur brisé. Je suis sûre qu'ils le sont. J'ai dit, perdre un logement gratuit, ça fait ça aux gens. Waouh. Elle a dit, écoute-toi. Ce sont tes parents. Ce sont des adultes. Des adultes qui ont dit à ma fille qu'elle n'était pas vraiment la mienne. Sa bouche a tressailli. Ils étaient juste inquiets pour toi. Tout le monde pense que tu t'es précipité dans cette adoption. Tout le monde, c'est-à-dire toi. J'ai 3 enfants. Elle a dit, je sais ce que c'est que la difficulté. Alors tu sais aussi qu'il ne faut pas le diriger contre un enfant. Cela m'a valu un regard noir. Tu devrais t'occuper d'eux. Tu es plus âgé. Tu as plus de chambres. Je ne peux pas, elle a claqué. Ma maison est pleine et mon mari ne serait jamais d'accord. Tu as un enfant. Un qui n'est même pas, elle s'est arrêtée. Pas même quoi, ai-je demandé. Son visage est devenu pâle. Oublie ça. Je ne peux pas, ai-je dit. Tu l'as dit à voix haute. Elle a attrapé son sac. Tu es impossible. Merci d'être passé, ai-je dit alors qu'elle partait en trombe. La porte a claqué, faisant trembler le cadre. Margot a tressailli à l'étage. J'ai entendu ses petits pas traverser le sol. Encore un désordre à nettoyer plus tard. Ce soir-là, la maison s'est enfin calmée. Margot était assise à la table de la cuisine, coloriant un dessin de chat avec une couronne. La couronne était de travers. Le chat avait l'air furieux. Elle a levé les yeux et a demandé, « Ils sont toujours en colère ?» Je ne sais pas, ai-je dit.
Peut-être qu'ils sont juste embarrassés. Est-ce qu'ils vont partir? Oui. Elle a hoché la tête, satisfaite, et est retournée à son coloriage. Pendant quelques minutes, le seul son était le frottement de son crayon. À l'étage, pas de mouvement, pas de télévision, pas de murmure. C'était le premier calme que la maison ait connu depuis des mois. Je suis restée là, écoutant le silence s'installer autour de nous, et j'ai pensé que c'en était la fin. J'avais tort. Le pire n'avait même pas commencé. La semaine après la fête a semblé presque calme jusqu'à ce que l'on frappe. J'étais à mi-chemin de la préparation du déjeuner quand quelqu'un a frappé à la porte assez fort pour faire trembler la vitre. Pendant une seconde, j'ai cru que mes parents s'étaient de nouveau enfermés dehors. Puis j'ai vu la voiture dans l'allée, une berline sombre avec des plaques d'immatriculation gouvernementale, et mon estomac s'est noué. Quand j'ai ouvert la porte, une femme en manteau gris se tenait là avec un presse-papier, un officier en uniforme juste derrière elle. « Madame Durand ?» a-t-elle demandé. « Je suis des services de protection de l'enfance. Nous avons reçu un signalement concernant votre fille. » Tous les bruits de la maison se sont arrêtés. Même le réfrigérateur semblait retenir son souffle. Derrière moi, j'ai entendu des pas dans l'escalier. Ceux de ma mère. Et cette fausse surprise dans sa voix qui rendait tout pire. Oh mon Dieu! De quoi s'agit-il? La travailleuse sociale a souri poliment. Le genre de sourire qui signifie « ne me mens pas ». J'ai déjà tout entendu. J'aurais juste besoin de parler à toutes les personnes du foyer, a-t-elle dit. Je me suis écartée. Entrez. Les 40 minutes suivantes ont ressemblé à un interrogatoire déguisé en thé. Margot est passée en premier. Ils l'ont emmenée dans la pièce de rechange. J'ai entendu sa voix monter et descendre. Calme, prudente, comme si elle récitait des réponses à un examen. Chaque fois qu'elle riait doucement, le soulagement et la peur s'en mêlaient dans ma poitrine. Puis c'était mon tour. Les questions étaient de routine. Repas scolaires, soins médicaux. J'avais toutes les réponses prêtes parce que c'est ce que je suis. La femme avec le dossier, l'organisatrice, celle qui n'oublie pas les dates de vaccination. La travailleuse sociale a hoché la tête, a pris des notes, a demandé à voir la chambre de Margot. J'ai ouvert la porte comme un avocat présentant des preuves. L'IFE, devoir sur le bureau, le petit carnet ouvert sur une page couverte de croquis de chats portant des couronnes. Elle a souri faiblement. Elle aime dessiner. Elle est douée, ai-je dit trop vite? Mieux que moi, en tout cas. Quand la travailleuse est partie parler à mes parents, je suis restée dans le couloir. Je n'entendais pas les mots, seulement les tons. La gentillesse sirupeuse de ma mère. Les murmures graves et sérieux de mon père. Le genre de voix que les gens utilisent quand ils essaient de paraître coopératifs tout en chargeant discrètement l'arme. Le temps s'étirait. L'odeur du café est devenue aigre. J'avais envie d'éclater et de crier, vous mentez. Mais tout ce que je pouvais faire était de m'asseoir dans l'escalier et d'imaginer toutes les versions possibles de l'histoire qu'il racontait. Finalement, la porte s'est ouverte. La travailleuse a souri du même sourire neutre. Merci de votre temps. Nous vous contacterons une fois que nous aurons tout rédigé. Aucune réassurance, aucun indice de croyance, juste une distance professionnelle. Alors que la porte se refermait derrière elle, mes parents ont échangé un regard. Petit, suffisant, victorieux. Et juste comme ça, j'ai su qu'ils l'avaient fait. Ils avaient appelé. Ce soir-là, je les ai trouvés dans le salon en train de regarder un jeu télévisé comme si rien ne s'était passé. Vous avez appelé les services de protection de l'enfance, ai-je dit. Maman a baissé le volume, feignant la confusion. Je suis désolée. Non, ai-je dit. J'ai entendu votre ton. J'ai vu vos visages. Papa a eu un petit rire. Si quelqu'un les a contactés, peut-être qu'ils étaient inquiets. Les gens parlent. Les gens, ai-je répété. Ou vous? Maman a mis une main sur sa poitrine. Julia, tu deviens paranoïaque. Nous ne ferions jamais quelque chose comme ça. Je l'ai regardée. Vous avez déjà fait pire. Pour une fois, elle n'a pas eu de réponse. Vous partez,
ai-je dit tranquillement. Plutôt que 30 jours, a-t-elle ricané. Tu ne peux pas faire ça. Je peux et je le ferai. J'ai éteint la télévision, je suis sortie et je me suis enfermée dans ma chambre avant qu'il ne puisse dire autre chose. Je suis restée éveillée la moitié de la nuit, attendant le son des pleurs de Margot. Cela n'est jamais venu, mais je n'arrivais toujours pas à dormir. Le lendemain, j'ai tenu ma promesse. Pendant qu'ils étaient partis faire les courses, j'ai changé le mot de passe du Wi-Fi, retiré la télécommande de la télévision et imprimé une nouvelle lettre, un préavis d'1 semaine. Je l'ai scotché à la porte de leur chambre comme un avis de scène de crime. Sur le réfrigérateur, j'ai laissé une liste de règles tapées à la machine. Cuisine et salle de bain à l'étage uniquement, pas d'invités, pas d'espace partagé. Ce n'était pas de la vengeance. C'était de la contention. Quand ils sont rentrés et ont vu la note, maman m'a appelé comme si elle convoquait un enfant qui s'était mal conduit. Je n'ai pas répondu. Elle est entrée en trombe dans la cuisine. C'est puéril. J'ai appris des meilleurs, ai-je dit. Son visage a rougi. Tu ne peux pas traiter tes parents de cette façon. Vous avez cessé d'être des parents à l'instant où vous avez mis en danger mon enfant. Cela l'a fait taire. Elle a marmonné quelque chose à propos de mes regrets et s'est retirée à l'étage. La coupure du Wi-Fi a probablement fait plus mal que la vie. La maison a changé du jour au lendemain. Plus de télévision qui hurlait. Plus de commentaires de fond de la part de la galerie. Margot chantait en dessinant, et pendant un instant, cela a presque semblé normal. Puis, en fin d'après-midi, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Ici les services de protection de l'enfance. La voix a dit, nous examinons toujours les notes et pourrions avoir besoin d'un suivi. Son ton était neutre. Trop neutre. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et je suis restée là, fixant le téléphone comme s'il allait exploser. Quand j'en ai parlé à mon mari, il a essayé de me rassurer. Ils verront clair à travers. Mais il n'avait pas l'air certain. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. Chaque craquement de la maison ressemblait à des pas. Chaque voiture qui passait dehors donnait l'impression qu'elle allait s'arrêter de nouveau à notre porte. 2 jours plus tard, le calme a pris fin. Maman et papa sont sortis rendre visite à des amis. Ils sont partis pendant des heures. Le soir, mon téléphone a commencé à sonner. Des notifications Facebook, des douzaines. J'ai ouvert l'application et c'était là. Une photo de notre couloir, des boîtes empilées contre le mur. Légende, abandonnée par notre propre fille. Certaines personnes oublient qui les a élevées. Section commentaires, des émojis de pitié. De l'indignation. De la sympathie de la part de personnes qui ne m'avaient pas parlé depuis des années. Le commentaire de tante Linda, tellement déchirant. J'ai fait défiler toutes les publications, tremblantes, à moitié en riant. Bien sûr, ai-je murmuré. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Il ne suffisait pas de m'humilier dans ma propre maison. Ils avaient besoin d'un public. Alors j'ai écrit une seule publication, juste une. À l'anniversaire de ma fille, mes parents l'ont humiliée devant tout le monde. Puis ils ont appelé les services de protection de l'enfance avec de fausses allégations. L'enquête est toujours ouverte. Je protège mon enfant. Pas d'insultes, pas de détails, juste la vérité. En 1 heure, la situation s'est inversée. Les commentaires ont afflué. Bien joué. Fier de toi de l'avoir défendu. Et d'un vieil ami de la famille, nous savions tous comment il te traitait. À minuit, la publication de maman avait disparu. Le silence en ligne était plus fort qu'avant. 1 semaine plus tard, j'ai entendu le bruit de roues sur les parquets des valises. Je ne suis pas descendue. Je n'en avais pas besoin. La voix de maman est arrivée facilement. Nous partons. Je suis restée dans l'embrasure de la porte de la chambre de Margot et j'ai répondu, je sais. Une longue pause, puis la voix basse de papa, tu vas le regretter. Peut-être, ai-je dit. Mais pas aujourd'hui. La porte s'est refermée derrière eux. Pour la première fois depuis des mois, la maison ne semblait pas divisée. Elle était juste silencieuse. Margot et moi avons fait des crêpes pour le dîner.
Elle a renversé du sirop sur le comptoir, et je ne m'en suis même pas souciée. Quand elle a levé les yeux et a dit « C'est juste nous maintenant », j'ai dit « Oui, c'est juste nous ». Elle a souri. Bien. 2 jours plus tard, un courriel est arrivé. Merci de votre coopération. Après examen, nous n'avons trouvé aucune inquiétude et clôturons le dossier. Aucune autre action n'est requise. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai transféré à mon mari. Puis je me suis assise sur le canapé, j'ai expiré et j'ai laissé le poids s'en aller. Margot a grimpé à côté de moi avec son carnet, celui rempli de listes et de couronnes de travers, et a posé sa tête sur mon bras. Nous avons regardé la pluie glisser sur les fenêtres. Pour une fois, il n'y avait rien à réparer. J'entends le silence, a-t-elle chuchoté. Moi aussi, ai-je dit. Et pour la première fois depuis des semaines, cela ressemblait enfin à la maison. 6 mois plus tard, le silence était permanent. Pas d'appel, pas d'anniversaire, pas de simples nouvelles. Je n'avais plus de contact avec mes parents et ma sœur. Et honnêtement, cette paix valait chaque once de ragots familiaux gênants qui ont suivi. La nouvelle a tout de même circulé. Mes parents s'attendaient à ce que mes frères et sœurs les sauvent. Après tout, ils avaient passé des décennies à les sauver. Mais Léa a affirmé que sa maison était trop petite, et Adam, le Golden Boy avec un salaire à 6 chiffres, a soudainement découvert l'art de l'indisponibilité. Alors, mes parents ont repris le travail. Maman a mis des produits en rayon dans une épicerie. Papa poussait des chariots dans un magasin de bricolage. Ce n'est pas une satisfaction cruelle que j'ai ressentie. C'était de la clarté. Pendant des années, je les avais portés. Et quand j'ai arrêté, ils ont enfin ressenti le poids par eux-mêmes. Et l'ironie, c'est qu'ils adoraient toujours mes frères et sœurs. Adam est tellement occupé, a dit maman une fois à quelqu'un. Nous ne voulons pas le déranger. Bien sûr que non. À Dieu ne plaise que le préféré soit importuné. Pendant ce temps, la vie dans notre maison a enfin semblé complète. L'adoption de Margot a été finalisée le mois dernier. L'audience elle-même a duré 5 minutes. L'attente pour y arriver a pris des années. Maintenant, son nom correspond au nôtre officiellement et pour toujours. Nous avons célébré avec des crêpes pour le dîner et un film qu'elle n'a pas terminé parce qu'elle s'est endormie à mi-chemin. En sécurité, aimée, à la maison. Alors, qu'en pensez-vous ? Suis-je allé trop loin ou pas assez ?